Des dizaines de petits cours d'eau, ruisseaux et rivières serpentent sur les flancs des montagnes de l'île japonaise d'Okinawa. L'eau remonte du sol calcaire et après avoir traversé forêts et campagnes, se trouve ici mêlée à l'eau salée selon les mouvements des marées. Le climat subtropical de l'île est chaud et humide. L'hiver est peu marqué et beaucoup de pluie tombe tout au long de l'année. Sur la côte, les cours d'eau se jettent dans la mer, parfois après avoir circulé au sein des villes. Du fait de leur petite taille et des pluies fréquentes, les ruisseaux les plus maigres débordent rapidement et de l'eau ruisselle alors sur le sol déjà humide. Pour sécuriser les habitations et les environnements urbains, le lit des rivières s'est donc retrouvé modelé et renforcé artificiellement, du cœur de la ville jusqu'aux estuaires. Des canaux endigués traversent les ruelles et la croissance de la végétation est favorisée par l'abondance d'eau et de soleil. Il arrive aussi, pour des raisons de commodité, que les rivières finissent sous le sol en béton et circulent plus discrètement sous les routes et les rues, invisibles depuis la surface. Avec des intensités chaque jour différentes, l'eau continue à s'écouler le long de la ville. Dès lors que le soleil est couché, les néons et autres lumières électriques empêchent les constructions de s'effacer totalement dans l'obscurité. Les rues s'animent alors, doucement, sous les sons qui s'élèvent depuis les canaux de plus en plus intensément. La discrétion de leurs habitants pourrait presque les faire sembler absents durant la journée, mais dans la moiteur de la nuit, ils réinvestissent un paysage de sonorités diverses qui se mêlent à celles provenant des parcs et des friches. Dans les terres en amont, les bâtiments se font plus rares et les canaux plus profonds. Des digues de béton coupent les prairies, les champs et les bosquets. Les plantes et animaux de la rivière sont moins abondants et diversifiés que dans les cours d'eau sans digue. L'eau doit circuler sans encombre pour éviter les débordements, et de nombreux tronçons de rivières sont nus, sans branches d'arbres mortes, sans rochers pour couper le courant, sans substrat autre que le béton au fond de l'eau, ce qui rend difficile la vie des organismes qui ont besoin de tous ces éléments pour se fixer et ne pas se retrouver emportés. Mais certains animaux s'accommodent très bien de ces modifications de leur environnement, et les campagnes ensoleillées d'Okinawa abritent une biodiversité capable de s'installer aux abords des cours d'eau frais, notamment des fourmis, qui occupent une très grande variété d'habitats. À plusieurs, et grâce à une communication chimique efficace, elles sont capables de se coordonner pour découper en petits morceaux des restes d'animaux bien plus grands qu'elles, afin de les ramener à leur fourmilière et de nourrir leurs larves en pleine croissance et donc avec de gros besoins alimentaires. La colonie comptant chaque jour de plus en plus d'individus, elles vont chercher de la nourriture de plus en plus loin. Pour ne pas se perdre, elles laissent au sol des phéromones, un marquage chimique volatile qu'elles peuvent suivre pour accéder à une source de nourriture ou rentrer à la fourmilière, formant de longues lignes sur des bordures, des brindilles ou à même le sol. La proximité de la rivière leur permet de récupérer de l'eau dans ces tronçons les plus calmes ou dans les flaques de tailles diverses qui apparaissent quand le niveau baisse. La surface du cours d'eau n'est pas qu'une interface qui permet aux animaux terrestres de s'abreuver. Certains insectes y ont élu domicile de façon définitive.
Ces petites punaises carnassières, des gérisses, sont parfaitement adaptées à la vie sur la fine pellicule qui constitue la surface, au point qu'elles sont très malhabiles sur la terre ferme, qu'elles ne visitent d'ailleurs jamais. En équilibre sur le bout de leurs pattes couvertes de poils qui repoussent l'eau, elles sont tellement légères qu'elles ne brisent pas la tension superficielle, et l'eau s'affaisse alors légèrement sous leur poids. De cette façon, elles patinent à sa surface, se laissent dériver, puis accélèrent à nouveau. Ces crabes de rivière, quant à eux, alternent les moments passés immergés dans l'eau, qui leur permettent de garder leurs branchies humides, avec des excursions à la surface pour chercher de la nourriture ou juste prendre le soleil. L'humidité de leurs branchies leur permet de respirer l'oxygène de l'air, et ne doivent donc pas trop s'éloigner d'un accès à l'eau. Certains grimpent sur les digues ou les parois naturelles du bord de la rivière, d'autres creusent des terriers dans les berges malléables. Il leur arrive de consommer partiellement des glands qui peuvent alors germer dans ces terriers, profitant d'un environnement humide et abrité. D'autres animaux tirent également parti de cette terre, sablonneuse et facilement modelable. Plusieurs espèces de guêpes solitaires s'en servent pour façonner de petites urnes qui servent de nid à leurs larves en mêlant des boulettes de substrat à leur salive. Leur poterie, pour peu qu'elle reste abritée de la pluie, peut ainsi rester plusieurs mois en place. Cela laisse le temps à la guêpe de faire des allers-retours afin d'y entreposer des proies vivantes et paralysées, dont se nourrira la larve, qui n'est alors qu'un petit ver blanc. Elle se métamorphosera en quelques semaines à quelques mois en guêpe adulte dans cette même urne qui l'aura vue naître. La campagne autour des cours d'eau est chaude, relativement humide et souvent ensoleillée. Si certains animaux s'accommodent bien de la vie au soleil, beaucoup apprécient la fraîcheur ombragée d'une rivière sous un bosquet. Sur l'île, les nombreux sangliers, de petite taille, profitent du tracé des routes qui y suivent parfois le lit des cours d'eau et fouillent dans le sol à la recherche de nourriture. Juste au-dessus d'eux, de grandes toiles en spirale de quelques dizaines de centimètres de diamètre sont tendues par des néphiles. Ce sont les femelles de ces araignées, plusieurs fois plus grandes que les mâles, qui produisent ces structures. Les petits mâles vivent sur la toile de la femelle, avec qui ils s'accouplent. La grande taille de celle-ci lui permet de capturer des proies parfois massives, mais ne lui est pourtant d'aucune aide face à d'autres araignées de seulement quelques millimètres, les Argyrodes. Plusieurs d'entre elles peuvent vivre en même temps sur la toile de la néphile, en se nourrissant de ces proies de plusieurs dizaines de fois leur taille et leur poids, qu'elles n'auront pas eu besoin de capturer. À force, la néphile voit sa croissance ralentir, doit régulièrement refaire et déplacer sa toile, mais les Argyrodes la suivent. Une néphile stocke des proies sur sa toile pour les consommer plus tard et connaît toujours leur nombre et leur emplacement. Elle manifeste des comportements désorientés lorsqu'elle n'est pas en mesure de se nourrir de sa réserve si les Argyrodes ont volé sa proie. Dans les arbres supportant la toile, une habitante des bosquets se nourrit de leur sève en piquant les troncs. La cigale mâle fait tout pour se faire entendre, mais son apparence lui permet de ne pas être vue. À l'état de larve, elle vit en solitaire dans des galeries souterraines qui lui donnent accès aux racines des arbres et à leur sève. Après quelques années de cette vie dans le noir, elle rejoint la surface et prend de la hauteur. Suspendue, elle mue pour la dernière fois de sa vie et se métamorphose alors en insecte adulte, ailé et capable de se reproduire. Elle appartient au grand groupe des arthropodes, ce qui veut dire qu'une cuticule externe, rigide et résistante, lui sert de squelette.
Pour grandir, elle doit s'extirper de cette carapace. Son nouveau squelette externe, qui s'est formé sous l'ancien, est encore mou et peut alors grandir d'un coup. Il durcit progressivement au contact de l'air. La mue, si elle est nécessaire, est une étape dangereuse dans la vie d'un arthropode. Ce corps mou attire la convoitise de prédateurs, et une cigale malchanceuse qui tarde trop à se dégager de son ancienne cuticule aura tôt fait de se faire repérer par une fourmi. Elle lancera alors une alerte chimique auprès de ses congénères, qui découperont la cigale encore vivante. Les montagnes boisées qui dominent les plaines sont basées sur une structure volcanique et calcaire. Témoignage ancestral des restes de récifs coralliens qui ont grandi et sont morts ici il y a plusieurs millions d'années, lorsque le niveau de la mer était quelques centaines de mètres plus haut. Toujours dans une dynamique de canalisation des cours d'eau, la mise en place de chutes d'eau artificielles au pied de ces montagnes complique l'accès à l'amont et à l'aval de la rivière, notamment pour les organismes strictement aquatiques, pour qui il est alors difficile de contourner l'obstacle. Des populations entières peuvent alors se trouver confinées dans une zone restreinte, isolée du reste du cours d'eau. Ces crevettes, par exemple, qui filtrent les particules organiques du fond de la rivière, ou encore les têtards, dont la vie aquatique est obligatoire avant de devenir grenouille. On les trouve là où l'eau est plus calme, voire idéalement presque stagnante. Ils ne sont cependant pas très difficiles, et la présence de plantes ou d'arbres en contact direct avec le point d'eau favorise la présence de débris organiques dont ils se nourrissent. Sur ces plantes circulent des arachnides, proches des araignées, mais d'un groupe bel et bien distinct, des opilions. Ils ne produisent pas de soie ou de venin, et leurs longues pattes sont sensibles aux vibrations de l'air et à la nature de leur support, ce qui leur permet de détecter leur proie avec précision. Les taches claires, arborées par certains sur l'articulation de leurs pattes avant, sont des leurres qui permettent, notamment à la nuit tombée, d'attirer les proies en reflétant la lumière de la lune. Ces scarabées colorés, quant à eux, chassent de jour grâce à leur très bonne vue. Ce sont des cicindèles, une espèce qui fréquente volontiers les bancs de sable en bord de rivière pour capturer ses proies à l'aide de ses mandibules en forme de sabre. Elles sont une vraie menace pour les petites araignées loups, elles aussi à la recherche de proies qu'elles chassent grâce à leur vision très performante et à leur perception des vibrations. Les cicindèles sont souvent plus grandes qu'elles et peuvent sans problème les cisailler d'un coup de mandibule si elles les attrapent. Plus loin dans les terres, au plus près de la jungle, le lit de la rivière s'élargit parfois, se fragmente, libéré de la contrainte des digues. Les arbres se font plus nombreux, et des lézards arboricoles, les dragons des montagnes, s'accrochent à l'écorce grâce à leurs griffes. Au milieu de cette végétation qui se densifie, un petit animal, semblable à une excroissance de bois, se déplace de façon calculée et observe son environnement avec ses 8 yeux, 2 grands principaux et 6 plus petits. C'est l'araignée sauteuse Portia. Ses pattes avant et ses pédipalpes, les 2 appendices semblables à des petites pattes à l'avant de son corps, bougent en rythme. Elles sont tapissées de soie et de quelques épines, qui lui fournissent de précieuses informations sensorielles qu'elle couple à celles que ses yeux lui apportent pour se représenter son environnement avec précision. Pour un animal de 8 mm, chaque arbre prend la mesure d'un immense territoire en relief, complexe et irrégulier, dont chaque surface est un support potentiel. Une carte tridimensionnelle commence à s'esquisser dans son tout petit cerveau. La partie nord de l'île est presque entièrement couverte par la forêt de Yambaru,
une jungle composée entre autres de chênes japonais, l'essence principale de la forêt. Une très grande diversité animale et végétale s'y développe également, dont un certain nombre d'espèces sont endémiques. Elles ne vivent que dans une zone très restreinte, dont Okinawa fait partie. L'eau relâchée dans l'air par les arbres et les plus de 1000 espèces de végétaux permet à une atmosphère particulièrement humide de se maintenir dans la forêt. Au-dessus de la rivière, des dizaines de toiles partageant les mêmes fils de support se trouvent tendues par de petites araignées du genre Leucogae. Elles appartiennent à une famille qui affectionne les milieux humides et profite de l'abondance de petits insectes volant au-dessus du cours d'eau fraîche pour se nourrir. Elles ne se servent pas de leurs yeux pour capturer leur proie, qui compte notamment les animaux responsables de l'état de ces feuilles, souvent des chenilles, dont les papillons sont nombreux à se prendre dans le piège collant que constitue la toile. Sa construction est un processus complexe, et l'araignée se sert de ses 8 pattes pour prendre des mesures d'angle et de segments. Il est cependant fréquent qu'elle soit blessée et présente une ou plusieurs pattes manquantes. Elle sait alors adapter la construction de la toile en conséquence et fait preuve de flexibilité dans la mise en application de ce comportement inné. La toile est un outil que l'araignée manipule. Elle ne se contente pas d'attendre passivement qu'une proie se prenne dedans d'elle-même. Elle a une perception fine des vibrations de l'air et des supports, amplifiée par les fils tendus sur lesquels ses 8 pattes sont posées, et elle peut ainsi différencier l'approche d'un prédateur et l'arrivée d'une proie. En tendant ou relâchant les fils du bout des pattes, cet espace qu'elle a façonné et qui fait pratiquement partie d'elle lui assure ainsi une perception accrue et un contrôle maximum. Les araignées sont des arthropodes. Les leucogae doivent donc, elles aussi, muer pour grandir. Ce sont des moments rares qui surviennent en général entre 5 et 10 fois dans la vie d'une araignée, tenus les plus brefs possibles. Même pour les animaux les plus discrets, rapides ou attentifs, la mue reste toujours un temps de très grande vulnérabilité. Au ras de l'eau, les hygropodas suivent un mode de vie vagabond. Comme ce sont des araignées, elles produisent de la soie, mais elles ne construisent cependant pas de toile. Pour percevoir des proies, elles peuvent, comme les petites araignées loups, s'aider de leur vue, mais l'associent toujours avec leurs autres sens. Elles ont, elles aussi, une perception mécanique des vibrations très fine, même sans toile. Comme les gérisses, leurs pattes sont équipées de poils hydrofuges et elles savent se servir de la tension superficielle de l'eau pour se déplacer à sa surface en cas de nécessité. Des soies similaires aux poils, aux fonctions variées, sont disposées sur chacun des segments qui composent les pattes. Certaines sont de simples récepteurs tactiles, d'autres sont creuses afin de capter les molécules odorantes en suspension dans l'environnement, et d'autres encore, les trichoboteries, sont longues et fines et vibrent en suivant les mouvements de l'air, ce qui permet à l'araignée de se représenter l'espace autour d'elle. Comme toutes les araignées, l'hygropoda doit donc faire sa toilette très régulièrement, en passant ses pattes entre ses crochets. Pour remplir son rôle, chaque soie doit être parfaitement propre. Dans un milieu aussi agité qu'un cours d'eau, il faut une perception d'une grande précision pour identifier le mouvement d'une petite proie portée par les remous. Au milieu d'une végétation qui semble hors de sa mesure, la portia utilise également tous ses sens
pour appréhender la profondeur de cet environnement. Son acuité visuelle est particulièrement développée, et ses 8 yeux n'ont pas tous la même fonction. Les yeux principaux, les 2 plus gros, fonctionnent comme des téléobjectifs par lesquels elle voit avec une grande netteté et en couleur. Les 6 autres lui servent à discerner les mouvements et les contrastes, et sont sensibles au vert, ce qui est pratique dans un environnement forestier. Elle regarde avec attention. Elle est capable, à distance, de choisir mentalement le meilleur chemin pour rejoindre son objectif, une autre araignée sur sa toile. La Portia est une araignée chasseuse d'araignées. Elle sait donc reconnaître et identifier leur forme et leurs mouvements, même de loin. Elle est maître de ses gestes et des vibrations qu'elle provoque, et grimpe sur d'autres toiles pour accéder plus rapidement à celles qu'elle a repérées, sans déclencher d'attaque de la part de leurs occupantes. Elle manipule les fils de soutien de la toile de sa cible pour simuler une proie et essayer de la faire venir plus près d'elle. Elle observe, longtemps, et prend le temps d'analyser, d'intégrer le souffle du vent et l'ensemble des données sensorielles qu'elle reçoit. La toile est un environnement de contrôle pour l'araignée chassée. Pour la Portia, une erreur peut signifier sa mort immédiate. Pour assurer sa sécurité, elle adopte une stratégie commune à pratiquement toutes les araignées. Elle fixe un fil de soie sur son support et y reste accrochée, prête à le remonter en cas de chute. Après quelques instants durant lesquels elle traite les informations perçues pour faire sens du monde qui l'entoure avec précision, elle est prête à passer à l'attaque. La forêt n'est jamais la même et nécessite de s'adapter rapidement aux changements, surtout pour des animaux de quelques centimètres. À travers l'eau de pluie, l'espace semble déformé. Les gouttes en chute libre qui viennent s'écraser au sol saturent les sens responsables de la perception des vibrations. Et une seule goutte suffit à mouiller tout un corps, couvert de capteurs indispensables à la survie à court terme d'un petit animal. Plus loin dans la forêt, le cours d'eau s'étrécit et s'apparente davantage à un gros ruisseau. Son lit devient plus raide en suivant la pente des montagnes, jusqu'à parfois former de grandes cascades. Leur peau fine permet aux tritons d'absorber l'oxygène contenu dans l'eau, mais ça n'est pas suffisant et ils doivent régulièrement remonter à la surface pour respirer. Au fond du ruisseau, ils aspirent et avalent de petits animaux comme des larves de libellules. Ils sont d'excellents nageurs. Pour se déplacer, ils peuvent aussi se hisser sur la berge et marcher dans la forêt. C'est là qu'au bord de l'eau, il leur est possible de passer à côté d'un étrange amalgame de pattes, immobiles, certaines marquées de taches blanches.
À la faveur de la nuit, le petit crotale Himehabu sort de son abri et se déroule lentement jusqu'aux berges pour chasser les très nombreuses grenouilles qui s'y trouvent. Son venin leur est d'ailleurs spécifiquement adapté. Parfaitement immobile, tendu, ses yeux captent le peu de lumière reflétée par la lune et lui permettent d'identifier ses proies dans l'obscurité. Les phases d'attaque, rapides et soudaines, font figure d'exception avec le reste de son attitude, puisque le reste du temps, cette vipère fait des mouvements lents et se déplace sans hâte dans les sous-bois. La Himehabu profite de l'hiver chaud d'Okinawa pour être active toute l'année, ce qui lui permet de ne pas rater la période de reproduction des grenouilles. Elles se déplacent alors avec moins d'attention et sont donc des proies faciles. Ces petites grenouilles jaunes sortent la nuit au bord des cours d'eau qui permettent à leur peau de rester humide. Elles se retrouvent la nuit en grands groupes dont les coassements s'additionnent et se répondent jusqu'au matin. Les mâles utilisent ces chants pour attirer les femelles et marquer leur territoire, et se donnent également pour cela de petits coups de patte les uns aux autres. Leur activité nocturne se lit dans leurs grands yeux qui leur permettent de capter un maximum de lumière, alors que les sous-bois denses limitent même l'éclairage de la lune. Elles attrapent les moucherons et autres petits animaux, volants ou non, qui passent à leur portée. Des acariens pourraient avoir la bonne taille pour servir de proie aux grenouilles, mais ils utilisent un mode de transport sécurisé. La limace n'est pas gênée par leur présence et ne leur sert qu'à se déplacer, souvent par petits groupes. D'autres acariens vivent dans la litière, la couche superficielle du sol qui regroupe les feuilles, branches et autres débris organiques. Beaucoup d'entre eux forment, avec des collemboles, bactéries et champignons, les décomposeurs. Ils se nourrissent de ces débris et cette digestion les transforme. Les nutriments qui les composent deviennent alors assimilables par les végétaux. La chaleur et l'humidité de la jungle accélèrent ces activités de décomposition. D'autres animaux plus gros participent aussi à ce cycle en digérant les restes de feuilles ou de bois tombés au sol, parfois après un premier passage des champignons. Ces organismes, ni plantes ni animaux, tirent leurs nutriments de sources très diverses, comprenant le bois, les feuilles et même les animaux. Chaque espèce est spécialisée sur une étape précise de la décomposition des restes organiques. Certaines sont même en interaction constante avec les racines de toutes les plantes de la forêt et sont vitales pour leur permettre d'assimiler l'azote dont elles ont besoin quotidiennement. Sans champignons, aucun des grands arbres qui constituent la forêt ne serait là. Et donc, de même pour l'ensemble des autres organismes de ces montagnes. Chaque année, plusieurs typhons frappent Okinawa. Certains arbres ont d'ailleurs développé de puissants contreforts qui leur permettent de résister à la violence des vents. Ces événements sont très importants dans la vie de la forêt. Sur les flancs exposés des montagnes, des bourrasques cassent, brisent les arbres et font tomber au sol des branches et des feuilles bien vivantes, encore pleines de nutriments avant leur mort naturelle. Les décomposeurs assurent ainsi la richesse du sol en transformant ces débris végétaux et la végétation restante peut se développer à son plein potentiel. Au cœur de la forêt, dans les vallons entre les montagnes ou au plus proche de leur sommet, la lumière est tamisée par la brume légère,
filtrés par le feuillage des arbres et fougères arborescentes les plus hauts, qui culminent à une vingtaine de mètres. Le sol riche et l'accès facile à l'eau font de l'éclairage la véritable ressource limitant la croissance végétale de la forêt de Yambaru. Les arbres du genre Shima, par exemple, produisent une ombre dense et fraîche dans laquelle se décrochent et tombent leurs petites fleurs blanches. De nombreuses espèces ont donc dû s'adapter à la vie dans les ombrages. Un rayon de soleil passe à travers les feuilles des arbres les plus hauts et des sous-bois et vient se poser juste au-dessus du ruisseau, sur des feuilles où des toiles de leucogé ont été mises en place. La Portia a arraché l'une d'elles à sa toile, malgré sa petite taille. Quasiment toutes les araignées produisent du venin, différent selon les espèces, mais qui ne les immunise pas contre celui de leurs congénères, de la même espèce ou non. La Portia a mordu la leucogé avec ses crochets creux, fonctionnant comme des seringues, et son venin a immédiatement paralysé sa proie. Derrière les chélicères, les structures articulées qui actionnent les crochets, se trouve la bouche de l'araignée. Elle régurgite des enzymes qui, couplées au venin, digèrent la leucogé de l'intérieur et la tuent. La bouche est donc bordée de pièces buccales couvertes de poils serrés qui fonctionnent comme un microfiltre bloquant les particules solides pour ne laisser passer que les liquides. Des reflux de fluide gastrique nettoient régulièrement l'ensemble du système digestif, y compris ses poils, puisque l'estomac fonctionne comme une pompe actionnée par des muscles. L'araignée sauteuse n'a plus qu'à coller sa bouche au trou percé dans la proie par les crochets pour aspirer son intérieur liquéfié. Un gros repas tel que celui-là peut alors lui prendre plusieurs heures, l'estomac alternant les phases d'inoculation et réingestion d'enzymes. La Portia va donc déplacer sa prise jusqu'à trouver un endroit calme où elle ne sera pas dérangée. Le temps du repas, le soleil disparaît derrière les arbres et les montagnes. Les premières étoiles apparaissent. C'est juste à la fin du crépuscule qu'une myriade de petites lumières vertes s'élèvent doucement entre les troncs et les feuilles pour scintiller périodiquement. Plusieurs espèces de lucioles vivent à Okinawa. Leurs clignotements répétés sont associés à un comportement de reproduction. Leur période d'activité est brève, et une fois la nuit installée, elles interrompent leur vol, qu'elles ne reprendront que le lendemain. D'autres animaux prennent alors possession des arbres, comme ces couleuvres, aussi bien à l'aise sur le sol que le long des branches, grâce à la prise que leur offrent leurs écailles. Les serpents renouvellent ces écailles par un processus de mue qui n'est pas le même que celui des arthropodes, puisqu'il s'agit plutôt d'un changement superficiel de la peau. Les couleuvres aussi sont en chasse. Leur vision est complétée par des odeurs et molécules volatiles captées par leur langue fourchue, et elles cherchent de petits mammifères et des amphibiens qu'elles capturent sans venin
en les maintenant fermement dans leur mâchoire. Mais pour l'instant, et comme dans la grande majorité des cas, la chasse n'est pas fructueuse, ni entre les feuilles mortes du sol, ni sur les branches très vivantes des arbres. Dans ces branchages, des brindilles s'animent soudain, maintenant que la lumière est presque totalement absente des hauteurs de la jungle. Les araignées du genre Ariamnes ont un abdomen particulièrement long et mobile qui assure leur camouflage. Elles tendent des fils de soie très simples à plusieurs mètres du sol et y patrouillent à la recherche de proies. Il leur arrive alors de circuler au niveau de fougères épilites et épiphytes, qui poussent à plusieurs mètres de haut sans que leurs racines ne soient en contact avec le sol. Fixées sur des rochers ou des branches, elles ne sont pas une nuisance pour leur support, inerte ou végétal. Elles assurent leurs apports en eau en captant l'humidité de l'air ou des gouttes de pluie qui ruissellent sur les écorces. L'ensemble de la vie microscopique sur le support produit des déchets organiques dont elles absorbent les nutriments nécessaires à leur croissance. Elles se fixent parfois à côté de fougères arborescentes de plusieurs mètres de haut dont les feuilles contiennent des composés toxiques pour les autres plantes. Lorsqu'elles tombent au sol et commencent à être décomposées, elles tuent les plantules qui auraient poussé autour de la fougère, ce qui lui évite de la compétition dans l'accès à la lumière. Ces composés toxiques ne représentent pas une menace pour les geckos de Kuroiwa, endémiques de l'archipel d'Ryukyu, dont fait partie Okinawa. À la nuit tombée, ils arpentent les sous-bois et les berges humides, à la recherche de petits arthropodes à croquer. Ce sont des lézards terrestres dont les pattes ont des propriétés physiques à l'échelle microscopique qui leur garantissent un fort pouvoir d'adhésion, ce qui leur permet d'escalader des racines et les rochers humides les plus glissants durant leur maraude. En effet, les tréfonds de la forêt offrent un panorama varié, même sur le seul plan du sol. Des filets d'eau ruissellent un peu partout et emportent les fleurs blanches des shimas jusqu'au torrent de plus en plus large. De grands bassins s'étendent par endroits, parfois formés artificiellement, et offrent de vastes plans d'eau calmes et profonds, dans lesquels de nombreux organismes, plantes, animaux, bactéries et même champignons, trouvent des conditions idéales pour grandir et se multiplier. Des racines s'enchevêtrent, formant des amas complexes qui limitent le champ de vision depuis le ras du sol. Des mousses s'y développent parfois à la faveur du taux élevé d'humidité et assurent leur place dans la course à la lumière. Au milieu des filets d'eau, sous les cascades et dans les petits torrents, de grosses roches coupent le cours d'eau et servent de support à certains animaux. La soie est un véhicule d'information pour les araignées, y compris celles qui ne tissent pas de toile. Toutes sont sensibles aux odeurs qui imprègnent les minces fils posés sur une surface et leur permettent d'identifier un éventuel danger ou partenaire, alors que l'individu qui les a posés là ne cherchait souvent qu'à s'assurer en cas de chute.
la Dolomède Orion qui se trouve sur la pierre, arbore une patte dont la coloration rougeâtre détonne complètement avec ses autres teintes. Les araignées d'une population présentent souvent une ou plusieurs pattes en moins, généralement sacrifiées pour échapper à l'attaque d'un prédateur, parfois une congénère. Si l'araignée n'a pas terminé sa croissance, la patte perdue se régénérera en partie une fois la mue suivante effectuée, jusqu'à redevenir semblable aux autres après une ou deux mues supplémentaires qui ne laisseront qu'une cuticule vide sur un rocher ou une racine. Ces pattes partiellement régénérées sont plus frêles, atrophiées et colorées différemment des autres, mais restent cependant tout à fait fonctionnelles. Les Dolomèdes Orion sont, à l'instar des Hygropoda, des araignées semi-aquatiques liées très étroitement au cours d'eau. Elles portent d'ailleurs le nom du chasseur de la mythologie grecque Orion, un géant capable de marcher sur la mer. Durant la journée, elles se déplacent peu et restent immobiles sur une racine ou une roche sombre, camouflées par les motifs marbrés de leur corps. Quand la lumière commence à baisser, elles se positionnent sur une pierre ou un entrelac de racines sur la berge, posent 4 de leurs pattes à la surface de l'eau et attendent. Les soies qui transmettent les informations vibratoires, les trichoboteries, ont des longueurs variables. Elles oscillent donc différemment selon l'onde perçue pour accroître la sensibilité du signal et donc la finesse de la réponse. Que ce soit à l'approche d'une proie ou d'un prédateur, les dolomèdes doivent agir vite et avec précision. Elles perçoivent sans doute ce qui se rapproche d'un continuum dynamique, les éléments les plus éloignés étant perçus de façon plus diffuse et effacée que les plus proches, aux contours et mouvements mieux définis. Les marques blanches sur le bout de leurs pattes sont des leurres, assimilables à celles des opilions, capables à la nuit tombée de réfléchir les ultraviolets renvoyés par la lune et d'attirer de petites proies. Les Dolomèdes Orion sont les plus grandes araignées sans toile du Japon, ce qui leur permet de s'attaquer occasionnellement à des crabes de rivière ou des petits vertébrés comme des grenouilles, voire parfois des poissons. Les gérisses et autres petits arthropodes de surface ne les laissent cependant pas indifférentes. Une fois la proie capturée et le venin injecté, l'araignée la maintient avec ses chélicères et ses pédipalpes et peut au besoin la traîner quelques centimètres plus loin, dans un recoin plus calme. Ces chélicères lui servent alors à cisailler, découper et malaxer la proie pour faciliter sa digestion par les enzymes régurgitées. Et une fois le repas terminé, les dolomèdes n'échappent pas à la règle. Toilette obligatoire pour ne pas qu'un reste de proie mal placée vienne entraver leur perception. Les mâles adultes présentent, en plus des marques sur les pattes, un masque blanc qui s'étend sous forme de 2 bandes de chaque côté de leur céphalothorax, la partie avant de leur corps, qui abrite leur cerveau et sur laquelle s'insèrent les pattes. Leur corps est plus frêle que celui des femelles, mais leurs pattes sont plus longues. Leurs soies creuses, chémoréceptrices, leur permettent de détecter les composés chimiques volatiles, en particulier des phéromones caractéristiques émises par les femelles adultes qui imprègnent notamment les fils de sécurité qu'elles laissent sur leur support. Ce sont les mâles qui passent l'essentiel de leur vie d'adulte à errer sur les berges à la recherche d'une femelle. Après avoir remonté la piste, et n'étant plus qu'à quelques centimètres de la partenaire potentielle, il est vital de se signaler, à la fois pour s'assurer de la disponibilité de la femelle, mais aussi pour ne pas être confondu avec une proie. Les marques blanches qu'elles arborent, visibles même de nuit, sont importantes mais ne suffisent pas.
Commence alors une longue approche vibratoire, combinant les pattes, les pédipalpes et l'abdomen. La femelle marque son intérêt en restant immobile et en laissant le mâle approcher. Au moindre mouvement de sa part, le mâle bat en retraite par sécurité, mais ne met pas longtemps à revenir à la charge, s'interrompant parfois le temps d'une toilette pour ne rater aucun signal. Si le mâle ne comprend pas que la femelle ne veut pas de lui, il a intérêt à être vif et à courir pour sa vie. Comme les géris et les hygropodas, les dolomèdes sont capables de se déplacer à la surface de l'eau en cas de nécessité, s'appuyant également sur la face ventrale de leur céphalothorax pour mieux répartir leur poids plus important. Sur le bout de leurs pattes, elles ont, comme toutes les araignées, un organe tarsal, spécialement dédié à la perception de l'eau et l'humidité. Une autre particularité les associe très étroitement au milieu aquatique et leur permet aussi bien de pêcher des animaux sous la surface que de fuir des prédateurs. Des poils spécifiques, courts et denses, tapissent l'entièreté de leur corps. Elles sont capables à volonté de briser la tension superficielle de l'eau et de s'immerger entièrement, les poils capturant une couche d'air qui leur donne un aspect argenté et leur permet de respirer pendant plusieurs dizaines de minutes si nécessaire. Attentives aux vibrations, elles perçoivent ce qu'il se passe à la surface et remontent sur la berge lorsque le danger est écarté. Sous l'eau, elles restent cependant vigilantes à l'approche d'autres types de prédateurs, comme des poissons. Elles doivent savoir différencier les menaces et les animaux plus gros simplement de passage, comme le font les himéhabous, concentrés sur leur chasse aux grenouilles. Le ruisseau, de plus en plus mince, surgit de la roche calcaire en un petit filet, autour duquel de nombreuses plantes de sous-bois prennent racine et dissimulent la résurgence. Vers l'aval, des roches rouges bordent son lit et témoignent de la présence de fer et de métaux dans les sols, érodés et dilués par les mouvements de l'eau. C'est là que, sur les hauteurs des troncs et des pierres, chasse à la nuit tombée la scutigère, grand mille-pattes d'une quinzaine de centimètres, dont la rapidité et le venin lui permettent de s'attaquer au plus vif des insectes qui se posent à sa portée. Les hétéropodas ont intérêt à être prudentes, puisqu'elles peuvent facilement figurer à leur menu. Ces araignées, communes sur les troncs et les grandes feuilles des sous-bois, sortent dès le crépuscule pour, elles aussi, se mettre en chasse. Leurs taches blanches, semblables à une moustache, fonctionnent comme les marques sur les pattes des dolomèdes. Elles peuvent refléter la lumière de la lune et attirer de petites proies. La journée, elles se font discrètes, et leur corps plat leur permet de se glisser dans des crevasses et entre les écorces, jusqu'à ce que la lumière baisse à nouveau. Mal abritées, une guêpe risquerait de les repérer et de les paralyser d'un coup d'aiguillon pour les traîner, vivantes, jusqu'à un terrier où attend une larve affamée. Les rayons du soleil circulent mieux ici qu'au cœur de la forêt et projettent les ombres des fougères sur les pierres enchâssées dans les berges, dans une heure dorée étendue. Partout, entre les pierres, sur les racines, dans les feuillages et le long des branches, au-dessus du ruisseau ou à sa surface,
une multitude de petits animaux connaissent simultanément toutes les étapes de leur vie dans la plus grande discrétion. Invisibles sur le fond limoneux des ruisseaux, les naïades attendent que de petits arthropodes, têtards ou jeunes tritons, passent à leur portée. Elles sont les larves des odonates, regroupant les libellules et les demoiselles. Après de longs mois dans les eaux fraîches, elles sont prêtes à se lancer à la conquête des airs. Elles grimpent sur une pierre ou une racine pour prendre de la hauteur et, comme les cigales, se métamorphoser en insectes adultes et ailés, grâce à une ultime mue qui ne laisse derrière qu'une carapace vide. Prédatrice aquatique, elle devient chasseuse aérienne, grâce à ses 4 ailes capables de bouger de façon indépendante et ses grands yeux lui offrant une excellente acuité visuelle sur presque 360 degrés. Les accouplements acrobatiques ont lieu en plein vol, et les œufs sont ensuite déposés juste sous la surface, parfois sous le regard attentif du mâle qui surveille son territoire et se tient prêt à chasser les intrus. Et peu de temps après, les odonates vieillissent rapidement et finissent par mourir dans la rivière. Dans les torrents, des têtards qui ont réussi à échapper aux naïades grandissent et deviennent des grenouilles entre le soleil et l'eau fraîche. Proches de l'orée de la forêt, grandissent sous les feuilles des sous-bois des argiopes juvéniles, dont les adultes apprécient plutôt les campagnes ensoleillées. Leur toile est ornée d'une structure de soie dense, le stabilimentum, dont le rôle pourrait tout aussi bien être de tromper les prédateurs que d'attirer les proies. D'abord circulaire lorsque l'araignée est jeune, le stabilimentum prend une forme plus rectiligne, voire en forme de croix, à mesure que, mue après mue, l'argiope se rapproche de l'âge adulte. À plusieurs mètres au-dessus de leur toile, dans les branches les plus hautes, des animaux bien plus gros, approchant les 50 cm, attendent le crépuscule. La chauve-souris Dory est endémique de l'archipel des Ryukyu. Active surtout à la tombée de la nuit, elle se nourrit peu des nombreuses espèces d'insectes qui peuplent l'île et leur préfère des fruits. Elle adapte sa consommation mois après mois selon leur disponibilité, mais mange toujours dans l'idéal l'équivalent de la moitié de son poids chaque jour. Capable de voler sur plusieurs dizaines de kilomètres en une soirée, elle disperse ainsi les graines très efficacement dans ses déjections. Ses ailes produisent un froissement lourd, audible depuis le sol, et ses cris résonnent parfois dans la nuit, au milieu des stridulations d'insectes. À force de grimper dans les branches pour chercher des fruits, ceux-ci tombent parfois au sol, et d'autres animaux peuvent alors en profiter. L'air humide des forêts d'Okinawa est propice au développement des escargots, qui se nourrissent des feuilles des nombreuses espèces végétales des forêts et campagnes, et s'accommodent très bien de fruits sucrés trouvés à l'occasion. La portia, l'abdomen chargé de son dernier repas, marche au sol au bord du cours d'eau. Elle semble le chercher des yeux et rapidement s'immerge une fraction de seconde, sort de l'eau et s'arrête sur une tige.
sa cuticule se fend à la base de l'abdomen et un long ver nématode, de plusieurs fois sa taille, se déroule pour tomber dans la rivière où il pourra se reproduire. C'est un parasite qui se nourrissait de l'araignée depuis l'intérieur. La Portia était une marionnette déjà pratiquement morte et le ver a manipulé la concentration de sel dans son organisme pour la forcer à rechercher un point d'eau. De la chasseuse d'araignées, il ne reste qu'une carapace vide sur la berge. La rivière continue sa descente en direction de la côte et à son contact traverse une forêt particulière, un estuaire où les racines sont fréquemment immergées. Les mangroves sont des biotopes très spécifiques, à l'interface entre l'eau douce, l'eau salée et la terre. De nombreuses espèces d'animaux y vivent, mais à l'inverse, la diversité végétale y est assez faible, composée d'arbres et arbustes halophytes, adaptés à la présence de sel. C'est le cas par exemple des palétuviers, un nom générique pour des arbres de différents groupes à travers le monde, dont les racines les surélèvent et forment un réseau prêt à être immergé à l'arrivée de la marée haute. Leurs graines germent sous forme de petites tiges attachées à la partie souterraine de l'arbre mère, qui se détachent après avoir grandi et flottent jusqu'à un endroit adapté où elles prennent racine. Les métaux érodés dans les terres rouges des montagnes peuvent se retrouver transportés jusqu'ici et sont toxiques pour ces végétaux sensibles. Ils se déposent en plus au fond des canaux et limitent les surfaces d'échange entre eau douce et eau salée, ce qui réduit les habitats basés sur l'eau saumâtre. Les réseaux parfois denses de racines fournissent des habitats idéaux aux eaux calmes, à de petits animaux qui peuvent grandir au sein de la mangrove avant de se disperser au large. C'est le cas de certaines zoées, des larves de crabes, dont les adultes, quant à eux, ont investi le sable qui se découvre à marée basse. Quelques heures après le retrait de l'eau, des dizaines de petites boulettes de sable jonchent le sol et entourent de petits terriers desquels émergent prudemment les crustacés, à la recherche de micro-débris organiques qu'ils filtrent entre les grains. À l'approche de la marée montante, ils se déplacent en grands groupes au pied des palétuviers pour s'enterrer dans le sable et se laisser recouvrir par la mer pendant les prochaines heures. Leurs terriers ne leur garantissent pas une protection systématique et il leur arrive de se faire attaquer par d'autres crabes plus gros, les crabes violonistes. Les mâles, attachés à leur territoire, ont une pince bien plus grosse que l'autre. Ils s'en servent pour faire de grands mouvements destinés à capter l'attention des femelles. Pour se nourrir, ils se servent de leur autre pince, plus petite et plus maniable. Au milieu des crabes, un petit poisson rampe sur ses nageoires. C'est un périophthalme, aux yeux proéminents, capable de respirer de l'air et dont la sortie de l'eau lui donne accès à certaines proies qu'il serait incapable de capturer autrement, comme des vers, nombreux dans le sable, ou de petits crabes.
Autour de la mangrove s'étend une côte rocheuse, tout en longueur, prenant par endroits la forme de biokarstes. La roche calcaire est dissoute par des micro-organismes au fil des siècles et semble faite de bulles éclatées aux bords coupants. Les mouvements de la mer ont creusé comme des clairières dans la paroi, entre les rochers, couvertes par des toits de feuilles, un sanctuaire marin à l'abri des intempéries. La pluie tombe souvent, comme partout sur l'île, et fournit de l'eau douce aux plantes qui se développent sur les énormes blocs entre lesquels la marée circule. À marée basse, l'évaporation sur ces côtes de pierre permet le dépôt de matériaux carbonatés microscopiques, liant entre eux les sédiments déposés au hasard des mouvements d'eau. Les plages rocheuses et irrégulières permettent la formation de mares résiduelles à chaque fois que la marée redescend. L'eau contenue dans ces vasques naturels, parfois de plusieurs mètres de long, permet à de nombreux animaux de se retrouver ensemble dans un tout petit espace, certains temporairement jusqu'à la prochaine marée haute, d'autres le temps de finir leur croissance dans cet environnement abrité, et d'autres encore parce qu'il s'agit de leur habitat permanent. Des holoturies y vivent par exemple et rampent sur le fond, les tentacules en filet se déployant devant leur bouche pour chercher de la nourriture. Des limaces de mer grimpent le long de la roche jusqu'à sortir de l'eau, car cette espèce est l'une des rares capables de respirer à l'air libre. C'est également là que les ophiures, proches parentes des étoiles de mer, y cherchent leur nourriture, souvent de petits mollusques. Les récifs coralliens étant souvent très proches de la côte, certains bénitiers, des mollusques bivalves, en deux parties, habituellement symbiotes du corail, se trouvent directement dans les fractures rocheuses, d'où ils capturent les micro-algues en suspension dans l'eau. Plusieurs espèces de crabes y trouvent aussi un abri, comme les bernards l'ermite, qui cachent leur abdomen mou dans des coquilles vides de mollusques et se déplacent sur le fond de la mer. D'autres comptent sur leur camouflage. Les crabes algues capturent les débris organiques et les sédiments grâce à leurs poils et passent ainsi inaperçus sur les fonds et les roches où ils se nourrissent de petits végétaux. Mais tous les crabes ne vivent pas dans les mares résiduelles. En réalité, chaque espèce a ses préférences alimentaires couplées à un habitat précis le long de la côte. Certains sont plus ou moins proches du fond de la mer, d'autres passeront le plus clair de leur temps à l'air libre, en hauteur sur les roches de la falaise, ou au contraire, perpétuellement au ras de l'eau, balayés par les vagues. Toutes les côtes d'Okinawa ne sont pas couvertes de roches nues. De nombreux cours d'eau, aussi bien de petits ruisseaux que de larges rivières, finissent leur parcours en circulant entre les bancs de sable jusqu'à se jeter dans la mer. Les grandes étendues sableuses sont souvent bordées de petites pierres couvertes de plantes à feuilles ou d'algues au plus proche de la mer. C'est là que vivent d'importants groupes de Ligia, des isopodes marins apparentés aux cloportes. On ne les trouve pas qu'à Okinawa. Originaires d'Europe, ils se sont retrouvés dispersés sur une grande aire de répartition par bateau,
et se sont particulièrement plu dans les climats chauds. Leurs pattes spécialement modifiées leur permettent de capter l'humidité de leur support, tandis qu'ils se nourrissent des algues et autres débris organiques à la surface des rochers. Les individus, grégaires, se côtoient facilement, les plus petits étant tout à fait à l'aise au milieu des plus gros, qu'ils rattraperont rapidement en taille au bout de quelques mues. D'autres animaux, vivant dans d'autres environnements de l'île, se retrouvent sur les rochers des plages, bien à l'abri là où la marée ne monte pas. Certains, cependant, s'aventurent périodiquement sur les roches mises à nu par la marée basse, le temps de chasser de minuscules arthropodes, par exemple. C'est le cas des araignées sauteuses, le groupe auquel appartiennent les Portia. Toutes ne sont pas aussi spécialisées qu'elles, et la majorité se satisfait des moucherons attirés par l'humidité de la mer. Les mouvements de l'eau, et parfois du vent, notamment en cas de typhon, font de la plage un environnement très dynamique, en perpétuel brassage. De nombreux oiseaux, liés de près ou de loin au milieu marin, en profitent. Les mouettes et les guiffettes pêchent de petits poissons à la surface, et certains hérons arpentent les estuaires pour attraper des crabes qui sont des cibles faciles lorsqu'ils se déplacent en grands groupes à marée basse. D'autres encore nichent et s'accouplent dans les amas de roches qui bordent la côte. Les crabes fantômes ont donc intérêt à courir vite pour échapper aux oiseaux. Très pâles, presque blancs, ils se confondent parfaitement avec le sable et lorsqu'ils se mettent en mouvement, semblent surgir de nulle part. Les animaux actifs à marée basse se dépêchent de chercher leur nourriture. L'eau remonte vite. D'abord par petites vagues, les ridules modelées par le vent et les marées précédentes sont rapidement recouvertes. L'eau s'infiltre dans les sillons et en quelques minutes, le sable est progressivement englouti. C'est là que la présence des coraux non loin de la plage se révèle. La marée ramène sur le bord leurs débris carbonatés qui s'entrechoquent dans les vagues. Les coraux, comme les mangroves, sont sensibles aux métaux des terres rouges charriés par les rivières. Ces métaux peuvent les empoisonner, rendre l'eau trouble et bloquer leur accès à la lumière du soleil et participent à l'acidification de l'eau, ce qui est fatal pour leur squelette en carbonate de calcium. Mais sur la plage, de petits crabes colorés grimpent sur ces structures, entraînant eux aussi des abris carbonatés. Les bernard l'ermite terrestres, ou cénobites, sont semblables à leurs voisins marins, à ceci près que leurs pattes sont plus puissantes et leur permettent de se déplacer sur la terre ferme, et surtout, leur système respiratoire modifié leur permet de respirer de l'air. Plusieurs systèmes respiratoires travaillent en association pour assurer des échanges gazeux dans l'air, mais la charge principale de captation de l'oxygène présent dans l'air revient à un poumon abdominal. Des branchies vestigiales sont présentes, toujours fonctionnelles et nécessitent une forte humidité constante. Plusieurs espèces de bernard l'ermite vivent et cohabitent sur les côtes d'Okinawa, chacune avec ses préférences en matière d'alimentation,
ou d'éloignement à la mer. Ces crustacés vivent en groupe, y compris entre espèces différentes, et communiquent à l'aide de petits crissements produits en raclant l'intérieur de leur coquille d'emprunt. Cela n'empêche pas une forte rivalité pour un accès au logement. Protéger leur abdomen mou et fragile est une nécessité vitale. Ces coquilles leur permettent également de stocker un peu d'eau. En effet, s'ils sont capables de grimper sur les roches et les plantes, les cénobites ont besoin d'un accès régulier à l'eau pour humidifier leurs branchies, mais aussi des glomérules, des structures spécialisées très sensibles aux odeurs aériennes. Leur cerveau, modifié pour traiter des informations olfactives fines, couplé à ces détecteurs, les rend capables de percevoir des senteurs très légères. Ils remuent donc leurs anténules pour les capter plus efficacement. Ce système fonctionne cependant sur la détection de composés solubles dans l'eau, témoignage de leur passé aquatique. Ils repèrent ainsi de loin des restes d'animaux sur la plage ou des fruits tombés au sol, et de grands groupes se forment rapidement tout autour. Les cénobites se nourrissent souvent à plusieurs, et un groupe de coquilles qui s'agitent autour d'un même endroit est un bon indice pour repérer de la nourriture. Leur vue est aussi très performante. Ils sont actifs aussi bien le jour que la nuit, suivant le rythme des marées, et leur monde de perception chimique, de son, de toucher et de vision, traités toujours ensemble et en même temps, leur permet de ne pas être limités par la fin de la journée. C'est leur vue principalement qui leur permet de détecter un éventuel danger. Ils se calfeutrent alors immédiatement dans leur coquille et en bloquent l'entrée avec la plus grosse de leurs pinces. Attentifs aux sons et aux vibrations, ils finissent par déplier les pattes pour laisser dépasser leurs yeux pédonculés et vérifier que la voie est libre avant de reprendre une activité normale. En échappant ainsi aux prédateurs, ils peuvent survivre jusqu'à plus d'une vingtaine d'années et devenir de plus en plus gros, mue après mue. Le soleil se couche, frôle les montagnes à l'autre bout de la baie et finit par disparaître derrière l'horizon. C'est là qu'au bord de l'eau, au bout de la rivière et à la fin de la journée, la femelle cénobite se dirige vers la mer pour y relâcher ses œufs à la faveur de la nuit, pendant qu'autour d'elle, d'autres se font chasser, mangent, grandissent et meurent dans le seul bruit des vagues.